Déjà, merci beaucoup pour votre participation, pour être toutes et tous connectés à cette session Vie ma vie. Donc, je me présente, je suis Audrey Pépin-Drujon, je travaille pour l'association La Mêlée qui est présente en Occitanie. Et dans ce cadre-là, on organise des événements pour sensibiliser les jeunes femmes au métier de la tech et du numérique. Et c'est dans ce cadre-là qu'on organise aujourd'hui, avec le soutien de Pôle emploi, cette session Vie ma vie de femmes dans la tech. Voilà, du coup, l'objectif, c'est de vous faire découvrir quatre portraits de femmes pour découvrir 4 métiers différents et vous permettre de démystifier un petit peu ce qui se cache dans leur parcours, leur quotidien et leur métier. Donc en fait, comment ça va se passer? On va faire 4 sessions de pitch où vous allez découvrir chacune des intervenantes, une par une. N'hésitez pas au fur et à mesure à mettre vos questions dans le chat. Comme vous êtes relativement nombreuses, on va privilégier voilà, le chat. Et puis, on a Clément qui est avec moi qui va pouvoir prendre les questions et les donner du coup aux intervenantes au fur et à mesure. Et puis à la fin, on va faire un petit quiz pour nos intervenantes. Et là encore, vous aurez l'opportunité de poser vos questions. Donc n'hésitez pas. En tout cas, voilà, nous, on est ravis d'être là avec vous. On espère que du coup, cette session va vous permettre de découvrir des métiers, découvrir des opportunités de formation et vous donner envie peut-être voilà, de toucher du doigt ces métiers porteurs dans un secteur en plein développement. Et du coup, pour introduire cet événement, je suis ravie d'être avec Peggy Vicomte, qui est déléguée générale d'une fondation que vous connaissez peut-être qui s'appelle Femmes at Numérique et qui va du coup introduire cet événement. Donc Peggy, je vous laisse la parole. Merci, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être là avec vous aujourd'hui parce que c'est vraiment ce type d'action en faveur de la démystification des métiers du numérique et de montrer que les femmes ont toute leur place dans ces métiers, qu'on va arriver au bout du compte comment dire, à rétablir un semblant d'égalité de genre dans ces filières. Alors tout d'abord, de quoi on parle? Donc le numérique aujourd'hui, c'est un secteur effectivement qui recouvre différents types d'activités. 7% de croissance d'emploi en 2022. Il manque aujourd'hui, on peut dire sur l'ensemble de la France, à peu près 10 000 ingénieurs. Donc c'est sûr que toutes les formations ne mènent pas à de l'ingénieur, n'empêche que ça traduit une tendance qui est de montrer qu'effectivement les matières techniques qui vont vers des secteurs d'activité qui sont très différents les uns des autres, je pense à la mobilité, au transport, à l'énergie, à la santé, il y a aussi tous les domaines d'activité, de services à la personne, aux services aux entreprises. Enfin, en fait, le numérique s'insinue en fait dans toute la société et les industries. Évidemment, l'aéronautique, quand on parle de smart city, même à l'échelle de sa propre maison, de sa propre utilisation, on voit bien que ça s'insinue dans tous nos modes de vie. Mais évidemment, la sécurité, la cybersécurité, je vais y revenir. C'est un secteur, mesdemoiselles et mesdames, où vous pouvez trouver toute votre place parce que c'est un gros secteur pourvoyeur d'emplois. Ce qu'il faut aussi que vous ayez en tête, c'est aujourd'hui 85% des emplois n'existent pas encore. Ça veut dire que si on se dit que le numérique est en train de s'infiltrer dans tous les secteurs d'activité, c'est-à-dire que si on ne maîtrise pas les bases du numérique, de comment fonctionne un programme, comment est-ce qu'on peut mieux concevoir les systèmes d'information, mieux les sécuriser, on passe finalement à côté d'une compétence très recherchée par les entreprises. Alors, on ne va pas se le cacher, ça c'est la partie numérique. Maintenant, femmes at numérique, il y a aussi effectivement une problématique de la place des femmes dans le numérique. Donc évidemment, ce sont des métiers encore très masculinisés, des filières encore avec beaucoup d'hommes. Mais en fait, c'est un sujet, 30% à peu près hein, des postes sur des métiers techniques dans le numérique sont occupés par des femmes. Mais c'est pas grave, parce qu'on en a tous et toutes conscients et que en fait tout est mis en place aujourd'hui pour pouvoir justement favoriser l'accès des filles à ces filières-là. Aussi bien au niveau de l'éducation nationale, ça vous concerne peut-être moins vous qui êtes là aujourd'hui, mais il y a des actions en direction des élèves de troisième, de lycée, etc., pour essayer de les impliquer dans ces filières-là. Alors tout le monde n'ira pas, hein, heureusement, dans ces filières, mais ce qu'on se dit, c'est que les jeunes filles qui ont des appétences et qui semblent avoir des compétences sur ces sujets-là,
eh bien, il faut qu'elles aient l'opportunité d'y aller, hein, et pas, il ne faut pas obligatoirement orienter les jeunes filles vers des filières, vers les humanités, par exemple, les langues, la philosophie, voilà, on peut aussi, aller dans des métiers techniques, bien sûr. Donc ça, c'est une partie, importante. Ce qu'il faut que vous sachiez, mais je pense qu'avec les témoignages que vous allez avoir une multitude de portraits et donc d'exemples des métiers qui existent. On va juste pour vous cataloguer un petit peu, alors, c'est peut-être un peu limitatif ce que je vais vous dire, mais en 3 catégories principalement. Ces métiers, on peut les classer, pardon, en 3 catégories. D'abord, tout ce qui est développement de programme. Donc développement de programme, c'est des dizaines, de milliers de postes aujourd'hui à pourvoir dans les entreprises. On a aussi des experts métiers, sur les systèmes d'information. Là, pareil, il y a beaucoup d'emplois à tous les niveaux, en fait, de la hiérarchie. Il y a une troisième catégorie qui est plus liée à une tendance de fond de notre société, des sujets qui sont traités aujourd'hui, comme par exemple l'intelligence artificielle, la data, la cybersécurité, qui sont des thématiques très en vogue et effectivement qui sont très recherchées. Et c'est pour ça que je vous disais, vous pouvez vraiment vous renseigner sur ce type de filière, parce que les filles qui vont vers le numérique ont tendance à remplir les filières on va dire, d'énergie renouvelable, de développement durable, de biotechnologie. Un peu moins les filières qui sont un peu plus masculinisées, type la sécurité, la cybersécurité. Or, les entreprises sont vraiment à la recherche de jeunes filles sur ces sujets-là. Donc, c'est peut-être en fonction de vos appétences, des filières à regarder de près. Et je voulais juste conclure par le fait que, il me semble, mais nos témoins nous le diront, que ce sont des filières où du moment qu'on est passionné, qu'on s'intéresse, en fait, on peut y arriver parce que ce qu'on dit, c'est qu'en fait, la partie technique, ça s'apprend. On est formé, ça s'apprend, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que la curiosité sont des métiers où souvent, il faut être curieuse, il faut aller s'informer, il faut chercher, aller chercher l'information. Et de plus en plus, ce sont des métiers transversaux qui imprègne l'ensemble des directions d'une entreprise. Donc, il faut avoir cette envie finalement d'aller parler avec les différents cibles pardon, d'une entreprise et les différents niveaux hiérarchiques. Voilà. Si vous voulez plus d'informations sur notre association et notre fondation, c'est femmes au pluriel-numérique.fr et je vais vous mettre dans le chat un lien vers une organisation qui s'appelle Talents du numérique, qui est une vraie mine d'informations pour tous les métiers du numérique, les filières, les chiffres, là où vous pourrez probablement déceler des opportunités filières et métiers. Voilà, j'ai essayé de ne pas être trop longue pour laisser la place au témoignage, mais n'hésitez pas si vous avez des questions dans le chat à les poser. Merci beaucoup, Peggy. Et bien, du coup, ça fait Et une parfaite... voilà, bonne visio, bon travail et la place aux intervenantes. La place au pitch. Voilà. Mais ça fait une parfaite transition avec le pitch de Nadège, parce que je pense que sur la partie passionnée et justement d'apprentissage tout au long de sa carrière, je pense que on est en plein dedans. Donc, je suis ravie d'avoir avec moi Nadège Bardi, qui est responsable projet chez Advancy. Donc, c'est une agence, mais tu vas nous expliquer tout ça. Alors du coup, on va commencer. Nadège, si tu peux du coup te présenter et nous dire qui tu es. Oui, avec plaisir. Bonjour à tous. Merci de vous être connectés à cette petite visio. Donc, je suis Nadège. Donc, effectivement, je suis responsable projet de l'agence Adventy. Donc, en fait, je suis chef d'entreprise de cette agence, qui est une agence web, qui est du coup d'une agence d'une vingtaine de personnes. Et on est situé à Toulouse et je fais ça depuis 9 ans maintenant. Et qu'est-ce que ça veut dire du coup être responsable d'une agence? C'est quoi ton quotidien? Alors déjà, l'agence, donc une agence web, c'est quoi? C'est une entreprise qui fait des sites internet et des applications mobiles. Donc on fait ça pour des clients qui ont besoin de sites et d'applications. Donc ça va être des entreprises, des startups, mais aussi des institutions, des associations, enfin n'importe qui pourrait avoir besoin d'un projet web ou applicatif au final. Et mon rôle dans l'entreprise, c'est surtout de gérer la partie acquisition. Donc en fait, de convaincre des clients potentiels de travailler avec nous, de nous confier leurs projets web ou applicatifs.
Et du coup, en tant que chef d'entreprise, je dois aussi m'occuper de certains aspects comme le recrutement, la gestion de l'équipe au quotidien, le traitement des problèmes qui arrivent, qui peuvent arriver tous les jours et une partie de la gestion administrative aussi. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu les autres métiers qu'il y a, du coup, au sein de l'agence pour qu'on visualise Oui. un petit peu, Donc, en fait, je dis une vingtaine de personnes, on est 19 exactement et dans l'agence, il y a donc principalement des profils développeurs. Donc, il y en a une dizaine de développeurs. Il y en a également des designers, donc qui s'occupent de la partie graphique, des chefs de projet dont le but, c'est en fait de faire, l'interface entre le développement, le design et le client, en fait, qui s'occupent de suivre et de gérer le projet, pas à pas. Et puis des chargés d'études, du coup, qui s'occupent d'étudier, des projets qui sont soumis et de faire des dossiers. Donc quand je dis ça, j'ai un petit peu grossi, le trait, j'ai mis un petit peu tous les développeurs ensemble. Il faut savoir que dans le développement, il y a beaucoup d'aspects différents. Il y en a qui sont spécialisés dans ce qu'on appelle le back, donc qui sont plutôt techniques et d'autres le front, donc plutôt l'aspect visuel. Donc il y a plein de métiers différents dans le développement. d'accord. Du coup, j'imagine que tu es pas devenue, chef d'entreprise comme ça du jour au lendemain. C'est quoi un petit peu ton parcours, pour en arriver là aujourd'hui? Ouais, donc mon parcours à la base, effectivement, je n'étais pas du tout destinée à entreprendre. J'aurais jamais cru faire ce genre de choses et encore moins dans la tech. Déjà dans mon esprit parce que pour être chef d'entreprise, il fallait avoir un certain niveau d'études, beaucoup de réseau, beaucoup d'ambition, enfin des choses, auxquelles je m'associais pas forcément. Donc comment je m'y suis retrouvée? En fait, pendant les études que j'ai commencées, j'ai rencontré mon associé actuel qui était à la base ingénieur du son et qui voulait se lancer là-dedans et moi je me suis dit: «Je vais l'accompagner dans son aventure et je vais m'occuper un petit peu de la partie lumière». Donc là, on parle d'événementiel, rien à voir avec ce que je fais maintenant. Donc on s'est lancé, on a créé une petite, structure pour, sonoriser des concerts, sur Toulouse. Pour faire ça, on s'est dit: «Bon, on va faire un site internet comme ça on va pouvoir nous trouver facilement». Donc lui, il avait déjà comme passe-temps de faire un peu de développement. Moi, j'ai appris un petit peu à faire du design et cetera. On s'est créé un premier site. Après, on a voulu se faire une activité un petit peu différente, donc on s'en est fait un deuxième. Puis il y a un fournisseur dans l'événement qui nous a demandé de lui en faire un, puis on lui en a fait un deuxième. Et au final, on s'est dit: «En fait, on sait faire quelque chose qui a de la valeur, que les gens veulent». Et du coup, on s'est dit: on va essayer plutôt de partir là-dedans». Il faut savoir que l'événementiel, c'est un milieu qui est difficile aussi. Donc on a commencé ça et puis petit à petit, on en a fait, de plus en plus. Donc du coup, on était 2 à l'origine et puis, donc maintenant on est quasiment une vingtaine. On a une agence sur Paris. Donc faut savoir que ça se fait pas comme ça, hein. Ça a été énormément de travail, surtout les premières années, hein. Quand on parle d'entreprendre, c'est pas facile. On travaille le soir, on travaille le week-end, mais bon, avec la volonté, on en est venu à bout. Et puis, ça côté études et formations, je laisserai un petit peu plus parler les autres intervenants. Pour notre cas, c'est vrai que, ni mon associé ni moi-même, on a de diplôme dans le secteur. Moi, à la base, j'avais commencé des études de physique que j'ai arrêtées. Lui, il a même pas le bac et hem et du coup, en fait, on a appris avec, Google tout simplement, avec les forums en ligne, avec toutes les ressources qu'on avait en ligne à l'époque à disposition et on continue d'apprendre tous les jours, grâce aux ressources en ligne. Ouais, j'imagine que du coup, ton métier et même ton métier, il évolue, au final d'année en année en fonction des nouveaux outils, des nouvelles techniques, des nouvelles Énormément. technologies? Énormément, le numérique, c'est un métier qui est en changement permanent. C'est pour ça que c'est intéressant, comme disait, Peggy, d'être quelqu'un de curieux quand on est dans ce secteur-là, parce que parfois même quand on sort d'école, ce qu'on avait appris à l'école, c'est déjà pas forcément dépassé, c'est pas forcément encore d'actualité. Des fois, les technos sur lesquels on va vous faire travailler, sont pas forcément celles que vous avez apprises à l'école et vous avez besoin de vous adapter. Donc heu, donc c'est hyper important d'être curieux, de le rester et d'être ouvert à apprendre de nouvelles choses, en permanence. Et est-ce que du coup, tu as dû faire face à des préjugés ou est-ce que toi-même d'ailleurs, tu avais des préjugés par rapport à ce domaine d'activité-là? Alors un peu les 2, ouais. Donc déjà, moi-même, j'avais des préjugés sur la tech parce que pour moi, à l'époque, quand j'ai choisi mon orientation, on m'a fait comprendre que l'informatique, c'était un domaine où il fallait être bon en maths, où il fallait aimer les sciences et cetera. J'appréciais pas plus que ça, alors qu'au final pas du tout. Pour moi, la tech, alors déjà dans les métiers techniques, c'est pas forcément, similaire aux maths, à la science ou tout ça, c'est principalement une question de logique au final. Et dans la tech, de manière générale, il y a des tas de métiers qui sont pas, concentrés non plus sur la technique. Nous, par exemple, en interne, donc on a la moitié des métiers de l'agence, qui demandent, dont le mien, qui demandent pas vraiment de compétences techniques, en fait. Il faut connaître un petit peu son milieu, ça s'apprend,
Mais après, moi, au quotidien, je fais pas de code, par exemple. Donc et c'est le cas de la moitié des gens qui travaillent chez nous. Certains, voilà, les chefs de projet, designers et cetera. Donc voilà. Et après, moi, j'ai été un petit peu, oui, j'ai pu, subir des préjugés, notamment donc au début sur mon âge, quand je démarrais, donc défaut de confiance, en fait. Hem, donc quelqu'un qui se lance et qui est un peu jeune. Et puis ça m'arrive encore assez régulièrement, les gens parce que donc mon associé est un homme et de gens qui disent: «Ah, bah, c'est Fabien le patron» ou alors qui pensent Mmh. par défaut que je suis une collaboratrice et que j'ai pas le même niveau de direction que lui, alors qu'on est complètement en gestion à égalité. Mais bon, ça change petit à petit. Ouais, On essaye de faire en sorte, en tout cas, que ce soit le cas. faut passer son temps à le justifier, quoi. On passe pas son temps non plus, mais on va dire que parfois, quand on se retrouve avec certains, dans certaines réunions, machin, il faut savoir, parler un peu plus fort et se faire sa place, pour exister, autant que les hommes, quoi. Et à part, du coup, la curiosité, est-ce que, du coup, tu verrais d'autres, savoir-être ou qualités qui sont indispensables pour faire ce métier? Alors pour le côté, que ce soit pour le côté entrepreneuriat ou pour dans la tech de manière générale, je dirais la volonté parce qu'on est confronté, sans arrêt à des problématiques et il faut savoir trouver des solutions et avancer. Et puis, la capacité à se remettre en question pour, changer, adapter ses process à chaque fois qu'on voit que quelque chose qu'on fait ne marche pas. Donc se dire: «OK, donc j'ai vécu telle difficulté, peut-être que si j'avais fait autrement et si je changeais ma manière de faire, je pourrais m'en sortir mieux». Après je dirais quand même, j'ajouterais aussi, la bienveillance parce qu'on reste dans des métiers où en tout cas dans mon secteur, on travaille vraiment en équipe en permanence. Il y a du rapport humain énormément, que ce soit avec les clients ou avec l'équipe en interne et je pense que de toute façon, c'est la clé des relations avec les gens qui nous entourent et donc c'est important. D'accord. Et je crois que tu as un petit fun fact à nous raconter, Ouais, alors, un fun fact sur qui m'est arrivé du coup, c'est une histoire à la fois d'échec et de succès. Donc, en 2018, donc il y a quelques années, on était une dizaine dans mon agence et j'étais chargée de répondre à un appel d'offres. Donc, un appel d'offres, en fait, c'est un dossier que quelqu'un qui a un projet dépose, où il explique en gros, ce qu'il veut faire et on est plusieurs entreprises à l'étudier et à essayer de proposer une solution pour être, choisis comme agence en charge du marché. Donc là, j'étais tombée sur un appel d'offres qui était énorme pour nous à l'époque, mais qui correspondait vraiment parfaitement à tout ce qu'on savait faire. Donc une grosse opportunité pour nous. Donc j'ai fait mon maximum là-dessus, j'ai bossé énormément, j'ai bossé pendant plusieurs semaines à plein temps dessus. Après, il faut savoir que je suis quelqu'un qui fait un peu toujours tout au dernier moment. Donc mmh, ça, depuis l'école, enfin je veux dire qu'il y a un contrôle, je révisais la nuit avant et cetera. Je ne conseille pas, mais j'ai gardé un petit peu ce mode de fonctionnement dans le travail. Donc les jours qui précédaient la date à laquelle on devait rendre le dossier et après laquelle on ne pouvait plus rien faire. J'ai bossé vraiment beaucoup, j'ai bossé les nuits et cetera. Donc voilà, il faut savoir qu'en fait, un appel d'offres dans le secteur public, parce que c'était le cas, c'est très strict. Donc il y a une certaine heure à partir de laquelle si on n'a pas déposé son dossier, bah, vous êtes éliminé, c'est terminé, quoi. mmh. Donc j'arrive enfin à déposer mon dossier à temps et puis là, quelques jours après, c'est la catastrophe. J'apprends qu'en fait, j'avais fait une boulette, en fait et comme j'étais épuisée, en fait, juste, avant de déposer mon dossier, j'ai enregistré un fichier, j'en ai écrasé un autre et en gros, j'ai envoyé mon dossier avec une pièce en double et une pièce très importante qui manquait. Donc ils ont jugé que c'était irrecevable et ils nous ont éliminés. Aïe. Donc ça a été tragique pour moi. C'est donc pas tragique, mais bon, j'étais vraiment un peu au fond du seau pendant quelques semaines parce que j'avais fait rater pour moi, une grosse opportunité à ma boîte. Au final, grâce aux gens de mon équipe, j'ai un peu repris du poil de la bête. Ils m'ont motivée à continuer à utiliser ce que j'avais appris et j'ai commencé à répondre à d'autres marchés, et à en gagner 1 ou 2, donc des plus petits, mais c'était quand même encourageant. Donc j'ai pu transformer un petit peu ce que j'avais appris quand même. Et puis au final, au bout de quelques mois, on a appris qu'en fait, le marché, il avait été clôturé sans titulaire parce qu'en fait, dans les autres dossiers des autres agences, il y avait aussi eu des défauts, pas d'erreur comme le mien, mais ils correspondaient pas à telle ou telle demande. Donc au final, quelques mois après, ils ont relancé le dossier, le marché. J'ai recandidaté en ayant fait vérifier tous mes documents avant Mmh. et puis au final, on l'a remporté. Ça nous a mis un énorme coup de boost, ça nous a permis d'embaucher et c'est un client qui au final est encore un de nos plus gros clients actuellement. Donc voilà.
Génial. Comme quoi, faut pas abandonner. Faut pas baisser les bras. Exactement et dans tous les cas, même si au final on n'arrive pas à ce qu'on voulait à la base, l'espoir est jamais complètement perdu et puis dans tous les cas, on en tire, des leçons qui permettent de faire de nouvelles choses après. Super, très Donc voilà. chouette. Bah, merci Nadège pour ce témoignage. Vous hésitez pas si vous avez des questions à les mettre, dans le chat directement, ça sera plus simple et on les prendra au fil de l'eau ou après les présentations. Donc n'hésitez pas. On va Bah, enchaîner du merci à tous. coup avec, Élisabeth Maton, du coup, qui est avec nous, qui a un portrait aussi et un parcours, inspirant et qui, je suis sûre, va vous donner plein d'idées. Ah, on a une question. Alors, Nadège, si jamais tu veux répondre, juste attends, avant, qui demande: «Quel est le lien entre le secteur du numérique et les NTIC?» Ou quelqu'un d'autre d'ailleurs, si vous voulez répondre, hein. Les NTIC, c'est les nouvelles techno du numérique? De l'information, de la communication. Alors, je sais pas si je suis la bonne personne pour répondre, pour moi, c'est un petit peu la même chose, les usages du numérique et les nouvelles technologies numériques. Après, si quelqu'un a une réponse plus pertinente, Peggy, vous voulez répondre? Oui, en réalité, on a tendance à séparer le secteur en 2 qui sont en fait alors je vais employer 2 termes techniques, mais je vais les expliquer, enfin techniques. En fait, il y a les métiers numérisés et les métiers numérisants. Numérisés, c'est-à-dire on utilise le numérique pour ses propres fonctions, pour son propre métier, sa propre filière. Donc, par exemple, le web digital pourrait, voilà, les créations d'un site internet, etc. Quand j'utilise pour faire du marketing, ça pourrait être dans les métiers numérisés. Et les métiers numérisants, c'est ceux qui vont programmer, qui vont concevoir, gérer et sécuriser les outils numériques. Voilà, donc il y a 2 types de métiers, 2 filières différentes. Et juste, enfin, il y a plein de parcours qui le prouvent et j'en fais partie. On peut très bien ne pas être scientifique à la base, ne pas avoir fait d'études techniques à la base et évoluer. Moi, ça fait 15 ans, plus de 15 ans que j'évolue dans l'écosystème du numérique, en accompagnant même, par exemple, des entreprises dans leurs projets de croissance, des entreprises innovantes technologiquement parlant, dans leurs projets de croissance. Donc je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que vous arriviez à intégrer. C'est vrai qu'il y a une partie technique, mais la partie technique, on peut l'acquérir au fur et à mesure et on peut très bien débuter. Enfin, faut pas se dire, faut être bon en maths pour débuter dans ces métiers-là. Il y a des personnes excellentes en maths, en physique et en biologie. Et très bien, elles vont s'épanouir dans ces métiers, sur des formations plus longues, on peut avoir des chercheuses, etc. Mais on peut ne pas être de ce profil-là et pourtant évoluer dans cet écosystème. Voilà, tout c'est à vraiment fait, ouais. Et j'ajouterais en complément que si je peux donner un exemple un peu concret, dans notre équipe, par exemple, donc on a certaines personnes qui ont fait des formations dans l'informatique, de 2 ans, 3 ans, et qui arrivent chez nous. Mais on a aussi, par exemple, on a un chef de projet qui a fait STAPS, donc qui a fait études de sport. On a un autre chef de projet qui a fait LEA en chinois avant, donc rien à voir. On a un journaliste notre designer était journaliste à la base et là, je vous parle que de personnes qui n'ont pas refait une formation après, qui sont juste par curiosité, ont commencé à apprendre leur métier et se sont fait former en fait directement, chez nous. Tout ce qui est technique, au final, on l'apprend et après il y a des savoir-être, des savoirs, des qualités qui correspondent plus à tel ou tel métier. Mais voilà, il faut pas avoir peur parce que tout s'apprend et tout le monde est capable d'apprendre. Bon, on a plein de typ- questions du coup oui. dans le Typiquement, chat. je veux juste là, j'ai juste vu passer un message, je souhaite évoluer dans le web, enfin community management. Typiquement, juste pour faire le rapport avec ce qu'on disait avant, ça c'est un métier numérisé, c'est-à-dire on utilise le numérique pour faire, pour alimenter du marketing et de la communication. Il y a quelqu'un qui demande si, est-ce qu'un quarantenaire en reconversion peut réussir à se reconvertir dans ce secteur? Tout à fait, tout à fait et moi j'y vois aucun obstacle, on a, nous un développeur qui a travaillé, pendant 10 ans comme agent de sécurité avant et voilà, non, il y a aucun obstacle pour moi, ni d'âge, ni de background, ni de parcours, juste, comme disait Peggy, la curiosité et l'envie d'apprendre, quoi.
Top. On va continuer du coup pour pas trop perdre de temps, mais continuer à poser vos questions sur le chat. On va y répondre au fur et à mesure. Du coup, comme je disais, on enchaîne avec Elisabeth. Du coup, bonjour Elisabeth. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que du coup, tu peux te présenter déjà? Alors, comme tu le disais, je m'appelle Elisabeth Maton. Pour ma part, j'ai 36 ans et alors je vais peut-être du coup par ce biais répondre à certaines des questions de ceux et celles qui sont avec nous aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je suis actuellement étudiante en DUT informatique à Toulouse et c'est dans le cadre d'une reconversion puisque auparavant, pendant 10 ans, j'ai été professeure de SVT. Donc voilà, Donc, rien à voir du coup. rien à voir. Et du coup, c'est quoi ton quotidien? Qu'est-ce que tu apprends? Qu'est-ce que tu vises? Tes objectifs à travers cette reconversion? Alors en ce moment, le quotidien est un petit peu chargé. En même temps, c'est normal, j'apprends beaucoup de choses. J'ai la chance tous les jours d'aller à l'IUT pour y aller, enfin, dans le cadre de mon DUT. Donc c'est à peu près 8h, 17h, des fois un peu plus, des fois un peu moins. Et je le réalise en un an. Donc c'est un parcours qui est un peu spécifique qui est proposé à Toulouse, puisque en fait, en un an, on ressort au bout d'un an, on a un DUT, donc un bac plus 2, tout à fait comme les autres DUT en informatique. Donc tous les jours, comme je disais, je vais en cours à l'IUT. En général, on a beaucoup de matières qui sont fixées sur la pratique. Il y en a d'autres qui sont un peu théoriques, mais en général, les deux vont de pair. Pour vous citer un petit peu ce qu'on fait, il y a de l'algorithmique. Donc tout à l'heure, Nadège nous parlait de logique. Bah, c'est tout à fait ça. L'algorithmique, c'est une matière où en gros, c'est des jeux de logique et de réflexion. On a des choses qui sont liées au développement logiciel, développement web. On a un petit peu de réseau, enfin un petit peu pas mal de réseaux de télécommunications. On a après des matières qui semblent un petit peu périphériques, mais qui sont tout aussi importantes. Gestion de projet, pardon, communication. On apprend à réfléchir à la façon dont on va concevoir et la façon dont on va mener un projet. On a un petit peu de droit de l'informatique et on a aussi de l'anglais. Et on a aussi des mathématiques. Donc en pratique, hein, on a bien sûr un ordinateur qui est inclus dans la salle. En tout cas à Toulouse, on a cette chance-là. Mais ça peut être aussi du travail sur papier. On peut travailler en groupe comme individuellement. On travaille sur des projets en groupe et j'y reviendrai par la suite d'ailleurs. Il y a beaucoup d'entraide puisqu'on a la chance d'être dans une petite promo. On est 21 et dedans, il y en a parmi nous, il y en a la moitié à peu près qui sont issus d'une reconversion, c'est-à-dire qui ont déjà quitté leurs études et qui ont déjà travaillé auparavant, avant de venir dans cette promotion. Donc, pour vous donner à peu près un échantillon, on a avec nous un libraire, un ancien infirmier, une personne qui travaillait dans une ONG auparavant aussi, qui ont à peu près tout mon âge, un peu plus, un peu moins. On a des personnes qui sortent d'études, effectivement, mais il y en a déjà pas mal, il y en a la moitié. Il y en a certains qui sont issus d'une filière STAPS, par exemple, aussi. Donc, il y a énormément de passés différents. Et donc, ça fait une promo qui est tout à fait sympathique. Et du coup, concernant ton parcours, j'imagine que tu n'as pas toujours du coup voulu aller dans l'informatique. Qu'est-ce qui a fait qu'un beau matin, tu t'es dit pourquoi pas moi? Eh ben, non, c'est tout à fait ça. J'ai pas toujours voulu faire ça. Auparavant, voilà, je voulais à tout prix être professeur, donc j'ai fait mon master en biologie santé. J'ai obtenu mon CAPES et puis c'est tout en étant professeur, au fur et à mesure des années, j'avais des besoins au niveau technique de certains logiciels. Je me disais souvent, bah, ça serait bien si on avait cette application, s'il existait tel site. Bah tiens, comment je pourrais le créer? Je manquais de temps pour m'auto-former, mais je rejoins Nadège aussi encore une fois là-dessus, hein, on peut tout à fait s'auto-former. Il y a pas mal de choses qui existent. Et à chaque fois, je manquais de temps. Puis il y avait truc, voilà, c'est mon métier, je suis professeur, voilà. Et puis il y a eu un moment où je me suis dit, tiens, j'ai envie de changer, j'ai envie de faire autre chose. Et donc, je suis partie via cette branche. Il y a aussi le fait que je connaissais aussi un petit peu des personnes autour de moi qui programmaient déjà. Donc, il y a ça aussi. Je pouvais de temps en temps un peu leur poser la question, bah, comment ça se passe? Est-ce qu'on trouve du travail? Ton quotidien, comment ça se fait? Et quand j'ai entamé cette année, eh bien, ça m'a plu tout de suite parce qu'il y a le côté concret. Par exemple, en ce moment, là, on crée une interface pour fabriquer un petit jeu.
Alors, c'est des jeux simples au début, mais voilà, ça permet de démarrer comme ça. C'est assez gratifiant quand on arrive à faire quelque chose, on est très content. En plus, ça se voit tout de suite, c'est un côté pratique. Ça, c'est vraiment génial. Voilà, enfin, et puis, les études qu'il faut faire, alors, en fait, comme vous avez pu l'entendre juste avant, hein, on peut être issu de plein de domaines différents. Pour les DUT en un an, il faut avoir fait un bac+2 dans un domaine scientifique, mais c'est assez ouvert. Je vous invite à contacter la responsable de la promotion, hein. Vous pouvez trouver sur internet DUT en un an Toulouse informatique. Elle est très accessible. Et puis, si vous voulez faire un DUT classique, imaginons, mais ça, c'est plus pour les personnes qui sortent du bac. Voilà, mais il suffit d'avoir un bac. Voilà. Et du coup, j'en profite parce qu'il y a quelqu'un qui demande si pour le DUT informatique, il faut plutôt avoir une fibre artistique, plutôt technique ou les deux. Alors, technique, ça dépend dans quel sens on entend. Est-ce qu'il faut déjà avoir programmé avant? Pas du tout. Moi, j'y suis allée un peu enfin, pas les mains dans les poches, hein, mais ouais, c'est pratiquement ça. J'avais jamais programmé avant. Si par technique, vous entendez avoir la curiosité de savoir comment ça se passe à l'intérieur du PC, comment les ordinateurs communiquent entre eux via Internet ou via un réseau, comment ça se fait que le programme sait ce qu'on veut exactement de lui, comment lui transmettre les informations. Si on est curieux à ce niveau-là, on a tout gagné, parce que c'est exactement ça. C'est pas le côté scientifique, technique qui prime, et je vais vous rejoindre certainement d'entre vous là-dedans, c'est le côté logique, le côté, enfin pas forcément logique, le côté curiosité. C'est vraiment ça qui est au cœur de la formation et je pense des métiers qui vont après. Et la fibre artistique, disons que après, une fois que vous êtes en DUT, si vous voulez continuer par la suite, vous pouvez tout à fait croiser les deux choses. C'est-à-dire que là, on commence à nous parler de suite d'études, hein. Bientôt, il y a un forum qui va se dérouler d'ailleurs pour nous, hein, pour le DUT informatique, où on va pouvoir aller voir les poursuites d'études existantes, etc. On peut aller dans plein de choses. Alors, il y a des gens qui vont aller plus vers l'aéronautique, il y en a d'autres qui vont aller vers le développement logiciel back-end, hein. Ils vont vraiment fabriquer ce qui est derrière. Et puis, il y en a d'autres qui vont aller plus dans, tiens, moi, j'aimerais bien être dans l'expérience utilisateur, que l'écran soit beau, ou alors dans le design. Enfin, voilà. Donc, en fait, ça peut être l'un ou l'autre et ça peut même être les deux. Oui, et ça ouvre du coup plein de métiers. Plein de choses différentes. Est-ce que du coup, tu as fait face à des préjugés, justement, quand tu as annoncé à tes proches et tout que tu allais repartir dans des études dans l'informatique? Tout à fait. Et j'ai dû un peu tenir bon parce que alors quand je disais tout à l'heure, j'ai quelques connaissances qui étaient programmeurs, de l'autre côté, la plupart de mes proches ne sont pas du tout dans l'informatique. Et donc, les premières choses qu'on m'a dit, c'était, voilà, tu vas être toute seule devant ton ordinateur, à faire des choses toute la journée, horribles, enfin pas horribles, mais voilà. Et en fait, on le voit tous les jours quand on va en cours, et puis les professeurs aussi nous ont prévenus dès le premier jour. On veut pas des geeks, on veut pas des gens qui restent planqués devant leur ordinateur et qui parlent à personne. C'est même tout le contraire. Eux, ils recherchent, et je pense que c'est pareil hein, pour plus tard quand on va être dans le milieu du travail, hein, des personnes sociables déjà parce qu'on travaille ensemble, on travaille sous forme de projet. Quelle que soit la filière dans laquelle on est en informatique, on travaille sous forme de projet, on travaille par groupe, on travaille en équipe, comme je disais. Et pareil, donc il y a le côté geek qui est revenu. Donc voilà, donc au contraire, on n'est pas du tout des associables. Et puis il y a le côté, il faut être bon en maths. D'ailleurs, en plus, si on est une fille, il y a certaines personnes qui vont dire est-ce que ça va aller hein, en étant inquiet, il n'y a pas de raison. Alors déjà d'une, il ne faut pas forcément être une grosse tête en maths, voilà. Je vais d'ailleurs revenir là-dessus aussi. Donc voilà, c'est surtout de la logique et de la réflexion. Il faut voir ça comme un jeu de logique pour beaucoup de choses. Et même dans certaines branches, par exemple la sécurité, de ce que j'ai entendu, alors à vérifier, mais parce que c'est un domaine qui m'intéresse, il y a la cryptographie, donc la science mathématique où on cherche à envoyer des messages cachés, des messages cryptés. Là, il y a beaucoup de mathématiques, effectivement. Là, c'est des mathématiques. Et puis après, il y a la cybersécurité qui l'englobe, mais c'est beaucoup plus large et où, voilà, c'est pas des mathématiciens purs et durs, là.
Donc voilà. Il y a, même à l'intérieur des filières informatiques, il y a quand même des préjugés qui persistent malheureusement. Et du coup, en termes de savoir-être, donc il y a du coup cette appétence pour le travail en groupe. Est-ce que tu as retenu aussi, enfin, tu as noté d'autres choses qui étaient importantes? Oui. La curiosité, comme je le disais. Je pense aussi que c'est important d'être persévérant ou persévérante en l'occurrence. Quand on développe une interface, un logiciel, un site web, je connais pas dans notre promotion, il y a pas, on est 21, il y en a pas un seul, hein. Même les professeurs de fois quand ils nous font les corrections, quand ils nous aident, il y a personne qui arrive du premier coup comme ça, qui sans réfléchir tape quelque chose et pouf, ça se déroule et ça marche et ça fonctionne. Je l'ai encore jamais vu. Peut-être que ça existe, mais encore, enfin voilà. Donc il faut être persistant. Souvent on se trompe, souvent on se trompe. Des fois on part complètement à côté, on essaye un truc. Il y a une interruption. Je sais pas si vous m'entendez. Ouais, c'est bon. Si, on t'entend. C'est bon. Donc voilà, et il faut être persévérant dans le sens où il faut, voilà, c'est normal de pas y arriver tout de suite. Voilà, c'est quelquefois, il faut persévérer, puis il faut continuer. Du coup, ça, c'est un peu ton conseil, tu as un conseil à donner à ceux qui hésiteraient Tout à peut-être à fait. faire une reconversion, passer la trentaine. Oui, je dirais ça, faut être persévérant. Il faut pas forcément suivre tous les conseils. Ça serait mon conseil. Au-delà du fait que certaines personnes vont vous donner une vision de la reconversion alors il y a certaines personnes peut-être elles ont eu des échecs et qu'elles l'ont mal vécu, donc c'est ce qui ressort en premier quand vous allez leur dire je vais me reconvertir dans tel domaine, on dit ouh là là, mais attention, moi j'ai essayé, c'était horrible, enfin voilà. Donc voilà, mais ça c'est en général. Et sur l'informatique, je trouve que c'est encore plus vrai parce que voilà, c'est malheureusement un domaine, je ne sais pas exactement pourquoi. Peut-être pour ce côté geek qu'ont les gens en tête, mais voilà, il y a beaucoup de personnes qui vont, quand on est une femme, quand on dit on va se reconvertir dans l'informatique, il y a quelquefois un petit côté ah zut, ah bon, t'es sûr, ça va aller? Enfin voilà, et c'est bien dommage. Et du coup, où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Dans 5 ans, alors ça va peut-être sûrement être amené à changer, hein, parce que pour l'instant, je suis au début de ma reconversion. Mais j'aimerais être dans un monde idéal, j'aimerais être soit dans le domaine de la cybersécurité. C'est un domaine où il faut être polyvalent, où il faut avoir une vision globale au niveau des systèmes informatisés. Donc dans la cybersécurité, ou alors, mais ça j'en suis encore moins sûre, je verrai dans l'intelligence artificielle. Donc voilà. En tout cas, ça t'a donné envie de continuer et d'aller creuser un peu dans ces domaines-là. Oui, tout à fait. Merci Elisabeth. Je te laisse regarder Je dans le vous en chat prie. parce qu'il y a pas mal de questions et comme on n'a pas forcément le temps de toutes les prendre, je pense que tu peux leur répondre Et répondre à l'écrit. directement. Mais en tout cas, super parce que c'est vraiment inspirant comme parcours et ça montre que du coup, les reprises d'études à tout âge, c'est possible et ça fonctionne. Donc, merci beaucoup Elisabeth. On va Je vous enchaîner en prie. avec le pitch de Sophie. Donc, Sophie Lagarde, qui est directrice satisfaction et UX chez IBP et qui va nous expliquer un petit peu ce que ça veut dire. Bonjour Sophie. Bonjour à tous et toutes. Ravi de vous rejoindre. Donc, je suis Sophie, j'ai 48 ans et je suis maman de 3 enfants, 3 garçons de 20, 17 et 14 ans, ce qui est quand même important aussi dans ma vie, avant d'être directrice satisfaction et expérience utilisateur. Est-ce que tu peux justement nous expliquer un petit peu qu'est-ce qui se cache derrière cet intitulé de poste? Alors, je travaille pour l'informatique Banque Populaire, donc pour le secteur bancaire. Ceci depuis pas mal d'années. J'ai commencé moi ma carrière en 96, en commençant stagiaire. Ça s'appelait pas encore IBP, mais c'était l'ancêtre d'IBP. Qui dit informatique Banque Populaire dit mettre en place en fait des solutions logicielles qui permettent aux chargés d'accueil dans les agences. Bien, si vous êtes dans dans une banque, je suppose que vous êtes dans une banque, vous avez sans doute un compte et en fait,
dans les premiers temps, avant qu'on ait ce développement du numérique, il y avait des agences un peu partout. Et donc, vous alliez dans cette agence et le collaborateur dans cette agence, pour traiter les opérations, ouvrir un compte, mettre en place un crédit, il a besoin de faire ça sur un poste informatique avec un logiciel. Et donc, Informatique Banque Populaire, nous développons ces solutions logicielles pour permettre à ces chargés de clientèle de vendre et de commercialiser un certain nombre de produits. Pour ma part, mon métier actuel, c'est effectivement de travailler la relation qu'on a au niveau des banques avec ces acteurs majeurs dans le réseau et s'assurer qu'en fait les parcours qu'on leur met à disposition sont cohérents, leur permettent de faire leur travail au quotidien. D'où cet axe satisfaction utilisateur pour améliorer leur parcours. C'est pour ça aussi que dans mon libellé, on a cette notion de UX qui est à la mode, une notion de user experience. Donc, qui dit user experience dit effectivement être à l'écoute de ses utilisateurs, d'entendre leurs peines, leurs freins, leurs besoins et de travailler des nouveaux parcours, que ça soit fluide, simple, efficace et que ça leur permette de faire leur métier au quotidien. Donc, dans mon rôle, c'est effectivement, je suis donc manager de plusieurs équipes qui ont ce rôle de proximité avec des utilisateurs, d'écoute, de travail après avec des équipes vraiment produits, logiciels, pour mettre en place ces maquettes, travailler les parcours. Et après, vraiment un axe, quand on travaille la satisfaction, en fait, on travaille aussi la qualité de service. En fait, toute cette chaîne de valeur, il faut qu'elle marche bien au quotidien, qu'on n'ait pas trop d'incidents de fonctionnement. Et donc, on met en place des plans d'amélioration continue avec des équipes de développement. Donc, j'ai un langage, en fait, dans mon métier tout le temps, un langage un petit peu d'interprète. J'écoute des banquiers, donc il faut être en capacité à comprendre leurs besoins de banquier, mais j'ai aussi besoin de dialoguer avec des équipes informatiques qui font des développements. Donc, j'ai besoin de traduire tout ça du métier de banquier vers des équipes de dev qui vont me parler plus technique, langage ou programmation. Donc, en fait, j'ai dans mon rôle maintenant un peu un rôle d'interprétateur. Et comment t'en es arrivé là, du coup, c'est quoi ton parcours? Alors moi, j'ai fait un bac scientifique de l'époque, d'avant, ça s'appelait un bac S. Suite à ça, je suis allée faire une classe préparatoire. Alors, j'étais une scientifique, mais pas complètement une vraie, en fait. J'aimais bien un peu tout. Donc, je suis allée à l'époque faire une prépa qui préparait à des classes à des écoles de commerce. Puis en fait, ma prépa s'est plus ou moins bien passée à tout niveau. Je ne m'y suis pas sentie à l'aise, j'avais des doutes sur le parcours et puis du coup un petit peu difficile. Donc j'ai bifurqué à la fac. J'ai eu des correspondances, donc en fait, j'ai pas trop perdu de temps. Je suis allée faire un cursus de sciences éco et en fait, j'ai découvert des parcours qui s'appelaient des magistères d'économie et de statistique. Et donc moi, je me suis spécialisée dans la branche statistique, qui est en fait l'ouverture sur toute la dimension data actuellement. Donc il y a quand même une connotation assez mathématique. J'ai vraiment parlé data, analyse de données, etc. Et j'ai commencé en tant que stagiaire, effectivement, sur cette partie valorisation de toutes les données qu'on avait dans le secteur bancaire, que ce soit pour faire des études marketing, des études pour des secteurs audit, contrôle de gestion. Donc, avoir une bonne connaissance en fait de nos clients pour mieux les cibler derrière et leur proposer les bonnes solutions. Et petit à petit, on s'éloigne un peu du cursus qu'on a suivi, les uns et les autres. On commence à travailler un peu plus avec une casquette un peu chef de projet, je prends du recul, je pilote un petit peu tout ça. Et puis petit à petit, on commence à effectivement aussi avoir une dimension un peu management, donc avoir un rôle un peu de coach au cœur des équipes pour les accompagner, les faire grandir et puis que tous ensemble, on aille vers des objectifs qu'on a tous ensemble. Voilà. Et est-ce que du coup, tu arrives à concilier vie de famille et manager d'une équipe dans une grande entreprise? Comment tu gères au quotidien cette double casquette, triple casquette? Important, c'est quand même pour ça aussi que j'ai introduit. Important de garder tout le temps cet équilibre. Pour moi, effectivement, mes valeurs, justement sur la famille, sur 3 enfants, ça a été une priorité, mais pas au détriment aussi. J'avais quand même envie d'avoir un job intéressant. Donc, c'est arrivé justement à avoir cet équilibre entre une vie perso et une vie pro, sans que ça soit au détriment l'une de l'autre. Et effectivement, c'est un peu la difficulté avec laquelle on doit jouer quand on est une femme, même si je trouve que on a bien progressé quand même dans les années qui arrivent, où ce rebond et cette importance qu'on donne aussi à notre rythme personnel et à l'équilibre de vie qu'on souhaite mesurer
il s'améliore beaucoup. On a quand même tout cet accompagnement, être une femme, effectivement, le plafond de verre qui pouvait être à un moment donné, ben, se lève petit à petit, hein. Il y a beaucoup d'actions sur la mixité. Alors je prends une casquette de plus en plus engagée aussi au travers des actions sur la mixité pour essayer justement de dire aux filles qu'il faut oser ses carrières, alors que ça soit dans le numérique, l'informatique, bien évidemment, mais aussi en tant que femme, se dire que c'est pas parce que je suis une femme que je ne peux pas m'autoriser à avoir une carrière, dans laquelle je m'épanouis, dans laquelle je suis reconnue, dans laquelle je progresse et dans laquelle, au bout d'un moment, je suis reconnue, dans un comité de direction et ma voix a autant de poids que celle de messieurs, les hommes autour de nous. Donc, important effectivement maintenant d'essayer d'incarner un petit peu cette posture et puis de croire en soi et d'aider les jeunes femmes pour leur dire d'oser les carrières dans l'informatique, dans le numérique et puis oser en tant qu'une femme justement, ne pas se porter de se mettre soi-même des limites, ou vivre parfois un complexe d'infériorité. Il faut croire en soi. Et d'ailleurs, du coup, on a une question dans le chat parce que on a quelqu'un qui aimerait se réorienter dans le numérique, mais qui n'est pas attiré par le métier de développeur. Est-ce que toi, du coup, les métiers que tu vois apparaître en entreprise ou les besoins sur ces métiers-là, est-ce que finalement, il n'y a pas que le métier de développeur quand on parle de numérique? C'est quoi les pistes qu'on peut creuser pour Alors se il y a réorienter? pas que les développeurs. Je pense que celle qui va me suivre derrière va parler pas mal d'agilité, si si je me suis bien renseignée. Qui dit agilité dit toutes les interactions qu'on a, nous, les humains, entre nous, pour faire progresser et faire évoluer, des pratiques. Au dé Pas au détriment, mais en mettant en priorité cette relation humaine par rapport à tout ce qui est justement les outils, les méthodes et cetera. Et ce besoin d'agilité qui est une tendance forte dans nos entreprises, alors c'est très fort, moi, au niveau de mon groupe. On a mis, des bouchées doubles sur justement cette nouvelle façon de travailler ensemble. Donc faire travailler les individus, avoir des temps où en fait on apprend à échanger, à tout mettre autour d'une table, c'est aussi un axe de s'orienter plutôt vers ces notions d'être plutôt un peu l'animateur de ce développement sans forcément rentrer dans une côté trop technique. Et je laisserai parler la suivante sur le rôle de Scrum Master dont je pense qu'elle va pouvoir parler. Mais il y a d'autres rôles qui font qu'on n'a pas besoin de devenir trop technique. Il faut s'intéresser toujours, rester ouvert, essayer de comprendre le métier, mais sans forcément dire moi, légitimement, maintenant, je ne suis plus une experte technique. Par contre, je suis en capacité à comprendre leurs besoins, les limites qu'ils rencontrent ou les freins sur lesquels il faut les aider justement et lever ces freins ou faire remonter les besoins. D'accord. Donc toute cette agilité. Alors, je crois savoir que tu es très active sur cette question de la mixité, etc. C'est quoi, du coup, les préjugés que tu tentes, en tout cas, d'essayer de casser partout et dans toutes tes interventions? Qu'est-ce que tu essaies de dire aux Alors jeunes filles? effectivement, là, je fais partie il y a plusieurs associations, hein, je vais quand même illustrer, moi j'étais marraine indépendante pour une association qui s'appelle Elle bouge, justement qui a fait un certain nombre d'actions en faveur de la mixité, qui pour intervenir auprès des jeunes femmes, mais dès le collège en fait. Commencer déjà à semer des petites graines en leur disant: «Bah, les filles, il faut pas que vous lâchiez justement certaines matières, il faut que vous osiez, il faut que vous persévériez, les maths, c'est aussi pour vous» et cetera. Donc intervenir dès le collège pour dire: «Bah, voilà, tu peux être une femme et t'éclater dans une carrière un peu plus technique». Revenir en piqûre de rappel aussi dans le lycée, mais pas trop tard parce qu'il ne faut pas que ça se fasse, alors que des choix se sont déjà orientés dès la première ou la terminale et pourquoi pas même intervenir, plus tard parfois. On a déjà eu à intervenir mes collègues et moi, en première année de l'INSA où le patron de l'INSA disait: «Ben mince, on arrive à avoir des jeunes femmes qui arrivent à l'INSA, mais elles vont toutes vers faire de la bio et il y a pas que la bio dans la vie». Il y a des cursus où on va re-exploiter des maths pour faire des maths appliquées à plein d'autres domaines. Il y a des cursus où justement il faut travailler sur de l'intelligence artificielle, sur de l'algorithmie, sur plein de choses qui sont appliquées à plein d'autres domaines. Donc à différents moments, c'est effectivement reporter ce bâton un peu de pèlerin et puis essayer de retémoigner sur ces parcours et dire: «Bah, lâchez pas les filles, voilà, il y a plein de choses, vous allez vous éclater. En plus, c'est pas des métiers où vous êtes, que derrière un écran». Ma journée type, moi, elle est vraiment en interaction. Alors certes, là, on vient de vivre 2 ans où on est beaucoup derrière un écran, mais je pense que ça soit là, c'est dans tous les domaines. Il y a pas besoin d'être geek dans l'informatique. Mais, on a beaucoup de temps en présentiel où en fait on interagit avec son équipe, où on est devant en fait un tableau blanc et on va aller poster des post-it, avec des idées, de l'idéation, on va mûrir certaines choses. Donc beaucoup d'interactions humaines et pas seulement une routine derrière un écran, quoi.
Il faut arriver aussi à enlever ces stéréotypes de dire: «Je suis dans l'informatique, je vais passer ma vie derrière un écran, assise derrière un écran». Et est-ce que tu constates quand même des évolutions en entreprise, sur la Alors féminisation de ces métiers ou pas? ça a bien évolué parce qu'on a quand même, des choses qui ont été prises au niveau des une prise de conscience au niveau des gouvernements, de l'accompagnement, avec une volonté forte de mixité, que ça soit dans des équipes, dans des comités de direction, avec même des quotas qui sont maintenant relativement imposés et qui ont fait vraiment bouger les lignes. Et actuellement, on il faut être vraiment honnête, on recherche à avoir de plus en plus de profils féminins justement pour avoir ces taux de mixité dans nos entreprises et on a, une volonté forte de développer et d'avoir, une équipe mixité, mais tout en étant capable de témoigner en disant: «Mais moi je trouve que c'est tout bénéfice d'avoir une équipe où il y a autant de garçons que de filles et où plus de filles et plus de garçons et qu'on mélange en fait les genres, nos capacités, notre fonctionnement, notre façon d'être, notre approche qui est des fois très différente et c'est cette mixité qui nous apporte vraiment de la force, quoi». Et le contexte économique en ce moment nous avantage et il y a un vrai tapis rouge déroulé aux filles en ce moment. Donc il faut y aller les filles. Et en termes de savoir-être, du coup, c'est, lesquelles quelles qualités, tu préconises pour s'orienter vers les métiers du numérique? Ouverture d'esprit, faire preuve, bah, alors d'agilité, c'est effectivement, arriver à s'imprégner d'un peu d'empathie au quotidien, d'écoute et puis, avoir confiance en bah, bien se connaître pour avoir confiance en soi et justement transmettre quoi, arriver d'embarquer justement un peu ses équipes autour, progressivement. Et si tu avais un conseil, du coup, à donner, aux femmes qui se posent des questions? Allez, je vais vous inviter à un peu de lecture. Je vous conseillerais bien d'aller voir les publications, d'une personne qui s'appelle Aurélie Jean, qui est une scientifique numéricienne et qui est aussi entrepreneuse, qui a vraiment, éclaté là sur les dernières années et qui a publié dernièrement 2 livres. L'un qui s'appelle «De l'autre côté de la machine», c'est le voyage d'une scientifique au pays des algorithmes et dernièrement, elle a republié en fait un autre livre qui s'appelle, «Les algorithmes font-ils la loi?» et dans son premier bouquin, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'elle a une vision très, pédagogique justement de ce qu'est un algorithme, à quoi ça sert, comment c'est fait, pourquoi et en plus, elle reporte aussi un regard un peu critique. Qui dit algorithme, dit effectivement quelque chose qui se base sur de la connaissance et elle montre aussi qu'on a besoin de plus en plus de femmes aussi qui participent à cette démarche parce que typiquement, il y a des algorithmes qui ont été tellement conçus par des hommes, tellement, qui se sont tellement appuyés sur une base de connaissances faites par des hommes. Typiquement, les phases de recrutement, chez Amazon étaient basées justement sur un algorithme qui reprenait les profils qui arrivaient. Et le problème, c'est qu'on a tellement embauché pas mal d'hommes pendant des années, c'est que la prise de connaissance de ces algorithmes était basée sur un recrutement qui se faisait que sur des profils masculins. Et au moment où des profils féminins arrivent plus, bah, les algorithmes disent: «Mais attends, je connais pas, c'est quoi ce profil féminin? Ça arrive pas». Donc on a besoin effectivement d'être, mis en garde et en veille sur ces algorithmes, c'est très bien parce que ça me permet justement d'avoir une approche un peu plus industrialisée et parfois avec du recul. Mais on a besoin aussi de femmes qui jouent le rôle et qu'on fasse attention à ces biais. Donc vraiment Aurélie Jean, c'est très pédagogique, c'est bien écrit, simple, ça ouvre un petit peu, les chakras, tout ça. Super. Si jamais tu peux mettre le lien, Ouais, dans je le vais vous mettre tout chat, ça. comme ça, on pourra récupérer, ces bonnes Audrey, lectures. Oui? Audrey, pardon, je veux bien juste, je vais devoir vous laisser, mais du coup, j'aurais bien voulu, si vous me laissez 2 petites minutes, je suis complètement en phase avec, ce qui vient d'être dit. Je trouve, ces témoignages et notamment le vôtre, très vraiment, très représentatif. Il y a plusieurs sujets, en fait. Il y a un sujet de, on va dire l'accessibilité des métiers, et des filières. Où là, effectivement, il y a on l'a dit, hein, il y a de grandes actions, une prise de conscience énorme des pouvoirs publics, des écoles, des centres de formation, des entreprises employeurs, des associations qui font un travail énorme de sensibilisation. Et ça, aujourd'hui, je ne vais pas dire qu'il y a plus de problème, mais quand même, c'est un sujet réglé, je pense. Maintenant, il faut sensibiliser effectivement, aux ouvertures possibles vers ces métiers, mais la prise de conscience est là. Après, vous avez parlé d'un autre sujet qui est intéressant, mais qui est pas propre au numérique en fait, c'est le plafond de verre des femmes. C'est-à-dire à un moment donné, alors évidemment, sur le numérique, ça prend de l'ampleur parce que c'est un sujet qu'on ne peut pas nier parce qu'évidemment, 70
des collègues sont des hommes. Mmh. Donc c'est un sujet qui a encore plus de puissance. Alors donc là, la solution, bah, vous l'avez dit, c'est, oser, ne pas s'auto-censurer, ne pas se dévaluer, trouver sa place et cetera. C'est pas forcément facile parce qu'on voit qu'au fur et à mesure des années, pourquoi est-ce qu'il y a peu de femmes, en fait, dans les comités de direction, dans les comex? C'est aussi parce qu'à un moment donné de leur carrière, elles se sont découragées Mmh. et donc elles ont quitté l'entreprise, par exemple. Donc voilà, moi, le message que j'ai envie de faire passer, pour appuyer le vôtre, c'est de dire, non, Mmh. faut pas enfin bien sûr, il faut se sentir bien dans ses fonctions, mais il faut essayer au maximum de persévérer. Et ensuite, juste un tout petit mot sur les qualités. Moi, ce qui m'a frappé, si je comprends, tous les témoignages là qui ont eu lieu là, ces dernières minutes, c'est en fait, la relation client. En fait, ce sont des métiers où on ne reste pas derrière son ordinateur parce qu'on doit être toujours en interaction, en client interne dans l'entreprise ou en client externe avec, les clients propres à l'entreprise, voire même parfois les clients des clients Mmh. puisque, il y a des end users, derrière tout ça. Donc en fait, ça demande, en plus de la technique, voilà, une appétence, pour la compréhension des sujets. C'est pour ça que la curiosité est revenue à plusieurs reprises parce que c'est la compréhension des sujets, la compréhension des besoins des autres, de l'utilisateur final. Voilà et ça m'a percuté quand vous avez parlé et je voulais juste, revenir dessus parce que ça me semble très important en termes de compétences de base. Mais je suis très très alignée. Puis moi, je suis très branchée parcours utilisateur, cette fameuse UX où en fait, on est obligé d'être en empathie. Alors, je vous ai parlé de mes utilisateurs qui sont dans les agences, mais en fait, ma priorité finale, c'est vous et moi en tant que client de la banque. On a tous une application, alors moi, je suis banque populaire, donc j'ai l'application banque populaire, mais derrière, qui m'intéresse, c'est de savoir aussi comment satisfaire le client final et derrière, en rebond, un peu d'empathie pour celui qui va aider à vendre des produits et services. Donc il y a un client à plusieurs niveaux et toujours ce besoin d'empathie, de comprendre là où ça bloque pour mettre du lien, quoi. Super, bah, merci beaucoup Peggy en tout cas. Et du coup, on va enchaîner avec le témoignage de Nathalie. Donc Nathalie Mangin qui est, senior manager chez Soprasteria. Du coup, Nathalie, je te laisse, te présenter. Oui, bonjour à tous et à toutes. Donc Nathalie Mangin, j'ai 41 ans, une petite fille de 7 ans, malade, donc elle risque de débouler à tout moment. Et elle est enfant, donc même malade, elle a la patate. Et aujourd'hui, je suis, senior manager donc chez Soprasteria. Donc Soprasteria, c'est une grande entreprise de services numériques avec, des secteurs d'activité très variés, de l'aéronautique, secteur public, santé, et cetera et des services qu'on fournit à nos clients. Du coup, c'est une entreprise qui fournit des services à nos clients, très variés aussi. Ça va du conseil à la cybersécurité, au développement informatique, et cetera. Voilà. C'est 46 000 collaborateurs. Et du coup, senior manager, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ton quotidien? Qu'est-ce Alors, que bah, tu fais? ouais, donc déjà senior, bah oui, j'ai 41 ans, donc voilà. Et manager, ben, en fait, je suis un peu une Nadège, mais au sein d'une entreprise de services numériques, hein. C'est-à-dire que je suis un peu une auto-entrepreneur, mais au sein de mon entreprise. Et bah, l'avantage d'un gros groupe, c'est que ça bouge tout le temps et moi, j'ai besoin de variété en permanence. Donc j'ai fait des des missions complètement différentes. Donc il y a 2 ans, j'étais directrice de programme, enfin de marché de développement pour Airbus. Donc je gérais 80 personnes avec, bah, des personnes en reconversion dans mes équipes, hein, des personnes qui avaient fait des POE, donc des promos de POE. On avait, dans l'équipe des personnes en Inde, une vingtaine de personnes en Inde et quelques personnes en Espagne également. Aujourd'hui, je suis responsable d'une offre, chez Soprasteria, qui, travaille sur les approches, collaboratives et les nouvelles méthodes de travail, dont l'agilité. Alors l'agilité, c'est pas vraiment nouveau, mais quand on parle d'agile distribué, d'agile, tous à la maison, avec le covid, on s'est retrouvé avec, 150 personnes pour faire des réunions et puis il fallait les faire tous à la maison. Il faut réussir à faire collaborer toutes ces personnes-là. Donc je retrouve un petit peu l'aspect humain, exactement ce que disait Peggy qui est vraiment, flagrante dans les témoignages précédents. Je pense qu'on parle beaucoup d'informatique, on voit souvent la personne un peu boutonneuse, avec les lunettes, enfin l'homme boutonneux avec des lunettes derrière un écran.
Et puis, on voit les femmes sur des métiers de soins, l'infirmière, l'enseignante, et cetera. Mais en fait, dans l'informatique, il y a beaucoup de soins. Parce qu'il y a le soin de nos clients, le soin de nos collaborateurs. Donc aujourd'hui, bah, j'ai des clients, il faut que j'arrive à comprendre leurs besoins, il faut que j'arrive à dessiner la meilleure solution, par rapport à leurs besoins pour mettre en avant notre offre, leur vendre accessoirement. Donc il y a ces exercices de vente. Et puis, j'ai mes équipes. Donc mes équipes, bah, d'abord, il faut les recruter. Donc il y a un effort de recrutement. Il faut, comprendre ce qui les attire, à l'instant T, qu'est-ce qui va les attirer demain. Donc essayer de dessiner une trajectoire de carrière avec eux. On a la chance d'être dans un métier où on manque de beaucoup de monde. Donc du coup, chacun peut se créer vraiment son poste, son profil, son futur métier. Dans mes équipes, il y a 2 ans, j'avais des développeurs, oui, mais aussi des business analysts, donc des fonctionnels qui vont vraiment comprendre le métier. J'avais des UX, Sophie en a parlé, des architectes. Donc les architectes, bah, c'est comme des architectes d'une maison, mais pour, une solution, informatique. Donc, des coachs agiles, enfin, il faut arriver à comprendre ce qui les anime et puis au quotidien, les garder motivés, essayer de créer, les futurs employés de demain. Donc à travers, moi aussi je suis, engagée à travers une association en interne Soprasteria qui s'appelle Passerelle. Donc on va, présenter aussi nos métiers auprès des collégiennes, et des lycéennes. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu. Si, si, du coup, un métier quand même très polyvalent et une Oui, fonction un peu de chef d'orchestre, au sein exactement. d'une équipe. Ouais, je compare, pour les copains de mes parents, je dis que je suis un peu l'organisatrice des mariages en fait, mais dans l'informatique. On a des clients, on a plein de métiers différents et il faut que le jour J, on soit au rendez-vous avec la bonne qualité, Oui, c'est intéressant ce que tu dis, le comparatif avec les beaux-parents, parce que c'est toujours compliqué dans l'informatique de réussir à expliquer simplement ce qu'on fait au quotidien. wedding planner, mais Ouais, je ne travaille pas le week-end. c'est ça. Et du coup, quel a été ton parcours ou ta formation pour en arriver là? Ou est-ce que tu as fait des choses avant Alors moi, j'ai un parcours ultra classique. J'ai fait un bac scientifique, bah, parce que j'aimais les maths, voilà et puis, que, j'étais vraiment dans le modèle, il faut faire, tout bien. Je suis arrivée à l'INSA de Toulouse, parce qu'il y a une prépa intégrée et donc ça me mettait moins en stress que de passer par une prépa, donc le problème de la confiance en soi et à l'INSA de Toulouse, bah, en première année à l'époque, Sophie, moi j'avais une prof, d'ADA, à l'époque, donc c'est un langage informatique, mais qui est très, Mmh. très sur la logique, hein, donc ça rejoint exactement ce que Nadège et Elisabeth disaient tout à l'heure et j'avais vu, l'informatique, comme, quelque chose dans les mathématiques et tout ça et là, je me retrouvais avec vraiment de la logique pure et là, du coup, je me suis orientée vraiment vers l'informatique. Je suis arrivée développeuse informatique, dans une entreprise de services numériques. Alors au départ, dans une équipe, agile, distribuée entre la France et la Roumanie. Ok. Donc tout de suite, de l'international, les cultures différentes et ça, j'ai tout de suite adoré ça et j'avais une chef de projet voilà, qui faisait ce chef d'orchestre, hein, ce wedding planner à l'époque, qui m'a vraiment, servi de modèle. J'ai tout de suite voulu aller vers la gestion de projet par rapport à l'aspect humain, l'aspect, vraiment les relations, des clients, des collaborateurs, essayer de faire en sorte que tout le monde, soit content au final, prévoir la suite, l'aspect stratégie et cetera, bon voilà. On s'ennuie jamais, c'est ça qui m'a beaucoup plu. Hem Et la question par rapport aux études, formation, moi j'ai eu un parcours très classique, mais j'ai intégré des jeunes filles et des jeunes hommes, qui venaient de reconversion, qui sont aujourd'hui excellents. Vraiment, on a des pépites, parmi les gens qui se reconvertissent, donc des biologistes, des chimistes, des gens qui viennent de la physique, nucléaire, n'importe quel, parcours. Il y en a qui vont vraiment dans la technique, d'autres pas du tout, qui vont directement, vers des profils du X et cetera. Donc je pense qu'en fait, la clé, c'est l'apprentissage continu. C'est vraiment, pas les études initiales. Alors oui, bien entendu, si j'ai un collégien ou un lycéen qui me dit qu'il veut aller dans l'informatique, je vais pas lui conseiller d'aller faire des études de biologie. Mais, quelqu'un qui a 30 ans, qui a envie de se reconvertir, franchement,
peu importe. On a de la chance d'être dans un contexte où on manque beaucoup de monde. Donc, il y aura... Du coup, de ce que j'entends, c'est que tu as commencé quand même développeuse, mais Oui. que du coup, souvent, on ne reste pas au même métier quand on est dans le numérique toute sa vie et qu'au contraire, on a plutôt tendance à évoluer en fonction des opportunités, des appétences et des projets. Alors oui, c'est-à-dire que, enfin, oui et non. Quelqu'un qui est développeur et qui adore son métier, il peut rester développeur ad vitam aeternam. Alors forcément, il va devenir à un moment donné ce qu'on appelle tech lead, c'est-à-dire qu'il va devenir un peu développeur et il va être le garant du développement d'une équipe avec des jeunes. Il va leur apprendre à coder, il va vérifier comment ils codent, etc. Mais il y a des gens qui vont vouloir évoluer vers l'architecture, d'autres qui vont vouloir évoluer vers la gestion de projet. J'ai des collègues qui sont aujourd'hui RH, qui viennent de l'informatique. Il y en a qui vont vers le commerce. Moi, aujourd'hui, je fais 50% de commerce. Donc, voilà, c'est vraiment... euh, on, on a un éventail d'opportunités qui est impressionnant. Ouais. Et est-ce que du coup, tu as quand même été confrontée à certains préjugés Ah bah oui. dans ta carrière? Alors moi, oui, notamment quand je suis redescendue de Paris, que j'avais 30 ans et sur beaucoup d'entretiens, on m'a demandé mais vous n'avez pas d'enfant? Voilà, c'est la petite question qui est très agréable. Mais après, oui, il y a des préjugés, il faut être autoritaire, il ne faut pas montrer ses émotions, et cetera. Alors que dans les faits, je pense que chacun peut apporter sa personnalité, son style de management. Et puis être manager d'une équipe, ça ne veut pas dire avoir leur expertise. Ça, c'est pas évident, mais il faut réussir à comprendre que on peut très bien les manager sans, alors qu'ils ont moins d'expertise que nous. Ils ont plus d'expertise que nous, pardon. Des Oui. fois, il y a des gens, on ne comprend même pas ce qu'ils font, hein. Oui. Voilà. Donc, du coup, il faut arriver à... Ouais, nos préjugés. Bon, après, les préjugés, oui, il y en a... Oui. Enfin, avec les femmes, il y en a beaucoup, beaucoup. Malheureusement. Il y en a encore beaucoup. Et du coup, il y a une question par rapport à ce que toi, tu peux voir à Soprasteria. Il y a quelqu'un qui demande s'il faut nécessairement avoir un très bon niveau d'études en amont pour penser à se reconvertir dans le numérique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un très bon niveau d'études? Je sais pas. Est-ce qu'il faut avoir un très bon niveau d'études? Alors, bah, encore une fois, on est dans un contexte où il y a beaucoup de manque. Donc, je sais pas si on a que des Toulousains ici, mais en tout cas, je vais parler du bassin toulousain. Il y a des petites entreprises, il y a des moyennes entreprises, il y a des grands groupes et chaque entreprise, qu'on soit petit, moyen ou grand, on a des critères d'embauche. Donc, il y en a certaines qui vont mettre des critères en fonction du diplôme, effectivement, qui vont, par exemple, demander à ce qu'il y ait des bacs +3 ou des bacs +5, etc. Et il y en a, il n'y aura rien. Il y a des entreprises qui vont pouvoir recruter. Nadège l'a dit tout à l'heure, je crois, hein, il y a un collaborateur qui n'a même pas son bac ou qui a juste son bac, je ne sais plus. 3, c'est merveilleux. Voilà, moi j'ai mon conjoint qui est dans une start-up dans l'IT, il a plein de collaborateurs qui n'ont pas de bac +2. Oui, comme tu disais, c'est faire preuve d'agilité, être curieux, s'auto-former, Et les, potentiellement, voilà. ouais, et les opportunités sont variées en fait. Donc c'est pas parce qu'à un endroit ça passe pas qu'il faut s'arrêter. Du coup, ça me permet d'enchaîner sur les savoir-être. C'est quoi, selon toi, les savoir-être indispensables, du coup, pour faire ton métier? Alors je rejoins Nadège sur la curiosité. Ça, je pense que c'est vraiment le truc très important. Je rejoins Sophie sur l'empathie, Elisabeth sur l'esprit d'équipe. Ces 3 critères indispensables. Je dirais le respect de soi et des autres, l'envie d'apprendre en permanence et donc à travers ça, en fait, prendre l'échec comme une étape d'apprentissage. Voilà, donc voilà, je dirais le respect. Si je dois en rajouter un qui n'a pas été dit, le respect. Très bien. Et est-ce que tu as un fun fact ou un conseil à donner Alors le à ceux conseil, qui je nous crois que je l'ai écoutent? déjà dit, donc Oui. le fun fact, alors
Donc je ne suis pas très technique, hein, comme vous l'avez compris, je suis très logique mais pas très technique. Et j'habitais à Paris. À Paris, il y a un désert médical quand même dans certaines spécialités médicales. Et donc certains spécialistes, il faut attendre 1 an pour avoir un rendez-vous. Donc je prends un rendez-vous, puis au bout d'un an, je patiente, je patiente. Au bout d'un an, j'arrive à avoir ce rendez-vous et dans la discussion, à la fin, ce spécialiste, me râle parce que, ça marche pas. Son ordinateur, quand il devait saisir son truc, ça marche pas. Alors je lui dis: «Vous voulez que je regarde?» Il me dit: «Ah bon, vous y connaissez?» Alors je lui dis: «Bah, je travaille dans l'informatique». Donc là, bon, en fait, ça marchait très bien, c'est juste qu'il appuyait pas du tout sur le bon bouton. Donc je lui explique et puis il me dit: «Ah mais je peux vous montrer un autre truc?» Et pareil, encore une fois, ça marchait très bien, sauf qu'il avait pas compris. Donc je lui ai donné quelques, voilà, quelques conseils. Et après, il m'a dit: «Ah bah, écoutez, c'est génial et tout ça. Ah et vous revenez quand vous voulez», et du coup après, dès que j'appelais, j'avais un rendez-vous, dans la semaine, quoi, voilà. Donc ça, c'est quand même assez impressionnant. Et ce qui enfin, si je peux rapprocher, pardon, d'un conseil, je dirais que ce qui est important, c'est qu'en fait, faut vraiment utiliser le réseau, parce que des opportunités, il y en a partout. Tout le monde a des solutions à des problèmes et cetera. En fait, il faut vraiment faire, travailler le réseau, je dirais. Oui, et ça me permet de rebondir, sur ce que disait Peggy, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de réseaux de femmes aussi qui existent, d'entraide. Donc n'hésitez pas aussi à regarder du côté voilà, de toutes les actions et les initiatives. Il y en a près de chez vous, il y en a en Occitanie. Donc à la Mêlée, vous voyez le logo à côté de moi, on porte notamment le dispositif numérique pour elles. Et on n'est pas les seuls. Il y a beaucoup d'initiatives qui existent. Donc il ne faut pas hésiter aussi à se faire un peu mentorer, coacher, échanger, discuter. Voilà, c'est les relations qui vont aussi vous permettre, peut-être, bah, voilà, de trouver des réponses, de vous donner le petit coup de pouce qui va vous permettre aussi, de franchir le cap et vous aussi d'essayer une reconversion ou même des stages d'immersion. Juste essayer d'aller tester, d'aller voir si, effectivement ça vous plairait ou pas. Il y a qu'en testant et en essayant que vous verrez, si ça vous plaît ou pas. Donc on a d'autres questions. Bon, il y a des questions assez larges. Quel type de formation pro vous nous conseillez? Car je suis en pleine reconversion, j'ai 32 ans. Alors, des formations pro, je pense qu'il y en a des centaines, donc c'est compliqué. Ça dépend, je pense, si vous êtes plus attiré par tout ce qui va être programmation, par ce qui va être plutôt design, par ce qui va être plutôt data. Enfin, il faudrait déjà peut-être réussir à cibler quel type d'appétence vous avez dans la filière numérique, parce que le numérique, c'est un vivier d'emploi. Il y a aussi beaucoup d'emplois qui n'existent même pas encore aujourd'hui. Donc, essayez peut-être déjà de cibler. Est-ce que les filles, vous connaissez des sites pour aller, par exemple, tester son appétence à la programmation, ce qui peut permettre aussi Nadège, peut-être? Alors moi, je vais en dire un qui est vraiment le plus connu. Je pense que peut-être Elisabeth a une réponse un petit peu plus précise, mais il y a un site qui est vraiment la référence a priori de tout ce qui est formation au métier du numérique, c'est Open Classrooms. Je mettrai le lien dans le chat, et sur lequel je sais qu'il y a beaucoup de monde qui va. Alors je crois que maintenant il y a un modèle payant, mais il y a une partie des formations qui est gratuite, voire même que certaines sont finançables par Pôle emploi. Mais en gros, il y a plein de formations sur plein de secteurs du numérique, qui sont hyper bien faites et qui permettent vraiment de voir, de pratiquer et d'aller tester son appétence là-dessus. Super. Après, je laisse la parole Elisabeth? à Elisabeth peut-être. Moi, j'avais pour tester l'appétence, pour voir si ça vous plaît, je conseillerais un jeu. Alors celui-là, il faut déjà avoir un petit peu programmé avant. Donc ça, c'est plutôt pour les personnes qui savent déjà un peu programmer. Il y a Coding Game. Donc là, je vous mets le lien en- dans le chat. Et puis, il y en a un autre. Alors attendez, il faut que je vérifie le nom, mais normalement, ça s'appelle Human Machine. Et là, c'est si vous avez jamais programmé, en fait, ça vous forme à de la logique, purement ce qu'on fait du coup dans l'algorithmique. Et là, du coup, ça permet de tester un petit peu son envie de programmer ou pas, un jour peut-être. Donc, je vous mets le site dans le chat quand j'ai trouvé le lien. Exact. Super. Merci Elisabeth. Alors du coup, il y a une autre question. Pensez-vous possible d'effectuer des stages d'immersion lorsque l'on souhaite se reconvertir, mais qu'on ignore le métier qui nous attire le plus? Alors nous, à Numérique pour Elle, on fait ça. Donc je vous invite à regarder sur le site dédié, donc numériquepourelle.fr. On organise des sessions de stage. Donc là, pour le moment, c'est plutôt sur Toulouse, mais ça devrait aussi
s'ouvrir un petit peu sur tous les départements d'Occitanie. Et le principe, c'est que vous faites un stage d'une semaine dans un tiers-lieu numérique et vous découvrez non pas un métier, mais plusieurs. Donc avec des ateliers ludiques, des témoignages de pros, des échanges, etc. Et donc ça vous permet sur une semaine de nourrir un petit peu votre projet professionnel et de tâter comme ça différents métiers sur le numérique parce que effectivement la diversité des métiers fait que c'est dommage de n'avoir l'aperçu que sur un métier. Alors après, il y a peut-être d'autres structures qui proposent ce type de stage, mais en tout cas, ça existe. Voilà. Hop, je regarde parce que je vois qu'il y a d'autres questions. J'ai un doctorat en chimie, je suis intéressée par la POE. Comment postuler chez Soprasteria? Ah, et ben, je vais laisser j'ai le droit de laisser mon adresse mail là, Audrey, Ah oui, oui, tu pour fais ce Silem? que tu D'accord. veux, Ok, bien sûr. allez, ça marche. Alors, nous, on va clôturer par un petit quiz. Vous avez le droit de continuer à poser des questions, bien sûr, pour en savoir un peu plus sur la personnalité de nos intervenantes. Donc, c'est le petit Fast and Curious de Ce Vie Ma Vie. Donc, je vous laisse les filles répondre dans l'ordre de passage, voilà, pour que ça soit à peu près clair. Donc, vous êtes plutôt iOS ou Android? iOS. 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 100% iOS. Plutôt travail ou télétravail? Travail. Travail. Les deux, pas le choix. Les deux, avec plaisir, les deux. On s'est bien habitué au binôme, j'avoue. Plutôt front-end ou back-end? Front-end, moi. Moi, je ne sais pas encore, je dirais les deux pour l'instant. Moi, les deux pour comprendre les contraintes des deux métiers. Bien. Front pour moi. Plutôt PC ou plutôt Mac? Mac. PC. PC boulot, Mac perso. Tout pareil que Sophie. Plutôt Instagram ou LinkedIn? Instagram et pas trop réseau, moi. Moi, ce serait plutôt LinkedIn. LinkedIn Pro et Insta pour être à la page avec les enfants. Pas le choix. Hein. LinkedIn pour toujours en recherche de futurs collègues ou idées à expérimenter. C'est très important d'ailleurs d'être très actif sur LinkedIn et de faire une veille sur ce qui se passe. Plutôt travail en équipe ou travail en solo? Ah, en équipe. Que en En équipe. équipe. En équipe. En équipe. En équipe. À l'unanimité. Plutôt vélo ou plutôt métro? Moi, je suis team pied. C'est Moi, l'avantage c'est de plutôt... Toulouse. Pardon. Vas-y. Désolée. Moi, ce serait plutôt vélo s'il fait beau. Moi, je suis plutôt vélo VTT, bord de Garonne. Vélo pour moi. Plutôt salariée ou entrepreneuse? Ah, entrepreneuse. Salarié, entrepreneuse peut-être un jour. Salarié, mais total respect aux entrepreneuses. Ouais, moi, j'ai la chance d'être salariée et entrepreneuse à l'intérieur de la société. Donc. Intrapreneuse. 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 C'est vrai qu'on dit ça maintenant. Plutôt lève-tôt ou couche-tard? Couche-tard. Je suis plutôt lève-tôt. Lève-tôt. Ni l'un ni l'autre. Je dors. Ça marche aussi. Hein. Et le conseil du jour, est-ce que vous avez un petit conseil à donner Donc Sophie a déjà partagé sa découverte à lire, mais est-ce que du coup, Nadège, tu as un petit tips à partager? Un tips, là comme ça, pas en particulier, mais peut-être une lecture qui est inspirante et qui donne de la force pour avancer, je dirais Becoming de Michelle Obama, qui m'a beaucoup plu perso. Moi, ce serait plutôt les derniers livres que j'ai lus avant de commencer ma formation. C'était la suite de romans de science-fiction d'Asimov, et c'était Les Robots. Moi, je dirais quand même oser, hein. Oser. Tant. De mon côté, je ne sais pas si vous allez le voir à cause du cache. Non, On voit vous pas n'allez trop. pas le voir. Non. Ok. Ah Alors, si, c'est bon. voilà,
Je lis 100 grandes femmes de l'histoire avec ma fille. C'est une encyclopédie sur 100 destins de femmes qui ont marqué l'histoire et dont nous n'avons pas forcément entendu parler. Et je Bizarrement. dirais qu'en Haïti, c'est pareil. On n'entend Mm. pas forcément parler des femmes et pourtant elles sont là et elles ont toute leur place. D'ailleurs, je sais pas, je crois, tout à l'heure, c'était Nathalie, je crois, qui a parlé de Ada, un ancien langage qu'on utilisait, et il a été nommé Ada en référence à Ada Lovelace. C'était la femme, la première à avoir fait justement un logiciel, enfin pas un logiciel, un programme, un algorithme. Donc voilà. Nathalie, est-ce que tu peux redire le titre parce qu'il y a quelqu'un qui demande le Alors, titre. c'est 100 grandes femmes de l'histoire. Une grosse encyclopédie jaune. Oh, c'est gros, mais c'est pour les enfants, hein, donc Ah. ça se lit bien. Hein. Bon, bah ça va. Et je vous montre comme ça. J'avais vu qu'il y avait une autre question pour toi, Elisabeth. Je ne sais pas si tu avais répondu, mais est-ce que le DUT informatique nous permettra d'avoir une formation complète, programmation, développement, etc. Ah, je l'ai pas vue, celle-là. Ah oui, elle est juste au-dessus. Oui, alors c'est très complet et alors certaines personnes pourraient peut-être être frustrées parce que c'est assez large comme formation, hein. Comme je le disais tout à l'heure, on fait de l'algorithmique, du développement, un peu de base de données, du génie logiciel, de la gestion de projet, du droit de l'informatique. On voit plein de choses. Et en même temps, c'est très bien. Moi, je trouve que c'est une très bonne base parce que ça permet de découvrir beaucoup de matières différentes. Donc, quand on se cherche encore un peu comme moi, eh ben, c'est très, très bien. Ou de confirmer ses choix. Et puis, ça permet de se lancer. Après, tout est possible. Enfin, quasiment tout. Pas tout, mais il y a beaucoup de choses qui sont possibles après. Donc, je dirais, pour répondre à la question, parce que c'est une question fermée, hein, est-ce que le DUT nous permettrait d'avoir une formation complète? À niveau Bac+2, oui. Voilà. Super, ça ouvre en tout cas plein de portes. Je crois qu'on a fait le tour des questions. Je crois qu'on est arrivé au terme de cette session Vie ma vie. Donc, merci beaucoup à toutes les participantes. Merci à nos intervenantes pour ces témoignages très inspirants. On a eu alors, on a plein de compliments dans le chat, donc merci beaucoup, ça fait très plaisir. N'hésitez pas à suivre les actualités de la mêlée sur le programme numérique pour elle parce que c'est une des actions, mais il y en a plein d'autres et on va vraiment continuer dans ce sens-là avec Pôle emploi pour voilà, répondre vraiment à ce besoin de démystifier les métiers et puis de vous accompagner au mieux sur la région Occitanie en tout cas. Donc voilà, merci beaucoup à toutes et voilà, c'était très chouette. Et ça sera disponible en vidéo normalement, si tout va bien. Merci beaucoup à Pôle Merci. emploi. Merci pour l'invitation. Merci à tout le monde d'avoir Merci, assisté. Audrey. Merci Audrey. De rien, avec plaisir. Merci beaucoup, Audrey. bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.